Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 108 de la saison 5. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Yachi. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Chouchou. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. C'est le grand retour du podcast dans son intégralité après une très longue pause bien méritée pour accueillir ma 3e fille. J'ouvre cette 5e saison avec une question importante. Peut-on être mère et féministe? Bon allez, j'avoue, je provoque, évidemment, mais quand je suis devenue mère, ces 2 entités mises côte à côte m'ont souvent donné l'impression d'une dissonance. Jamais je n'avais réussi à mettre des mots sur l'inconfort que je ressentais face à ces 2 sujets complexes, moi qui avais toujours été féministe et qui tombais d'amour en même temps pour la maternité. Bon, évidemment, je me suis questionnée et puis j'ai lu le 2e livre de la journaliste Aurélia Blanc, « Tu seras une mère féministe » et tout s'est éclairé. La maternité a longtemps été un angle mort du féminisme de la première vague, comme elle l'explique dans son livre. Une anomalie dans le parcours des femmes qui, je mets des guillemets, trahirait le camp de celles qui défendent leur émancipation face au patriarcat. La réalité, vous vous en doutez, est bien plus complexe et Aurélia nous emmène en voyage dans toutes ces interrogations qui pointent le bout de leur nez quand on commence notre parcours dans la maternité. Dans cet épisode puissant, Aurélia apporte une vision historique et sociétale sur le féminisme avec un prisme sur la maternité. Ici, on parle de prise de pouvoir, de nouvelles générations de femmes, de mères en phase avec la 2e vague du féminisme, de révolution paternelle, de dépression du postpartum avec un prisme sur le patriarcat, des mères célibataires qui trinquent, de la politisation des mères, de l'allaitement et du biberon, et bien plus encore. Je vous souhaite une très bonne écoute et sincèrement, merci d'être toujours au rendez-vous. Salut Clémentine. Salut Aurélia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et c'est d'autant plus spécial que ça fait 9 mois que j'ai pas interviewé quelqu'un
et ça me fait bizarre et on vient de passer 20 minutes à régler des problèmes techniques, donc je suis contente qu'on arrive à réaliser cette interview. Merci donc d'être dans ce podcast. Je t'avais pas interviewé sur la sortie de ton premier livre, je crois, parce que j'avais écouté ton interview dans Les couilles sur la table et je m'étais dit de toute façon, il y a rien à dire de plus. Enfin, c'était très 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 intéressant déjà. Donc je suis ravie de pouvoir le faire pour ton deuxième livre qui s'intitule Tu seras une mère féministe. Et d'abord, j'aurais aimé savoir, donc toi, tu as eu des enfants. Et est-ce que ça a chamboulé ta vie? Donc, est-ce que tu as vécu une matrescence au moment d'avoir tes enfants? Oui, ça a changé clairement ma vie et la personne que je suis. Et oui, j'ai vécu une matrescence absolument. Mon fils aîné, donc est mon aîné, qui est né en 2017, et je suis passée par cette phase à la fois de joie et de bonheur intense et absolu, et en même temps de profond chamboulement sur tous les plans de ma vie, je pense. Et enfin, pour moi, ça a été vraiment un chamboulement identitaire, une sorte de reconfiguration du système. Voilà, donc oui, j'ai vraiment vécu pleinement cette matrescence. Tu as donc intitulé ton livre « Tu seras une mère féministe » avec un point d'exclamation. Comment est-ce que toi, tu définirais une mère féministe? Bon, je sais, il faut lire ton livre, mais toi, comment tu définirais? Alors, je pense déjà qu'il n'y a pas une définition d'une mère féministe, voilà, parce que ce serait assez normatif finalement d'en donner une. Dans mon cas, être une mère féministe, je dirais que ça passe par le fait d'avoir une grille d'analyse, une grille de lecture qui me permet non seulement de mieux comprendre ce que je vis et de comprendre que, enfin, en tout cas moi, ça m'a aidé à prendre conscience que beaucoup de choses que je vivais au départ sur un mode individuel très personnel, c'était en fait quelque chose de collectif, une condition partagée pour un certain nombre de choses peut-être plus négatives dans mon rapport à la maternité. C'était aussi non pas le fruit nécessairement de mes défaillances individuelles, mais d'abord et surtout les conséquences d'une organisation sociale très inégalitaire. Et puis aussi, je dirais qu'être une mère féministe, c'est finalement se donner la possibilité d'avoir des espaces collectifs aussi où parler, échanger et vivre sa maternité. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une dimension collective dans une approche féministe de la maternité qui fait du bien, qui est salvatrice et qui donne beaucoup de force. Donc pour moi, être une mère féministe, c'est en tout cas se saisir de tout un tas de lectures, réflexions, échanges ou mobilisations pour puiser de la force et mieux vivre tout simplement sa maternité. C'est pour ça qu'il y a une grosse dissonance chez les femmes qui viennent d'accoucher, parce que comme tu dis, je pense qu'on a ce besoin de partager, ce besoin de communauté, et qu'en fait on est enfermé chez nous avec aucun espace approprié où on peut aller avec son bébé, où on est mis en relation avec des mères qui vivent la même chose que nous. Donc c'est hyper violent en fait comment la société nous traite aujourd'hui et ce qu'on ressent au plus profond de nous. Oui, c'est hyper violent. On a déjà on est, je crois, dans un moment hyper singulier en fait de vie. Donc ce qu'on vit, c'est déjà pas toujours évident à partager, à mettre des mots dessus. Donc déjà ça isole, je trouve, en termes d'échange. On est isolé physiquement et socialement parce qu'on est bien souvent à la maison avec notre bébé qui est pas nécessairement le bienvenu partout, c'est loin de le dire dans la société. Et je trouve que en plus il y a une sorte d'injonction qui est assez fortement intégrée par bon nombre de mères, dont moi, qui est cette idée qu'il faudrait surtout pas devenir trop ennuyeuse, trop chiante, à trop parler de nos vies de mères, de nos vies de parents, de nos enfants, avec cette image qu'il n'y aurait rien de plus chiant, désolée, je trouve pas d'autres mots, qu'une mère qui parle de ses enfants. Voilà, il y a cette idée, voilà, on voit régulièrement passer d'ailleurs des blagues, des posts qui se moquent plus ou moins gentiment de ses parents, mais en fait de ces femmes, voilà, qui sont devenues tellement reloues depuis qu'elles sont mères. Donc en fait, on intègre ça. Et moi, par exemple, je sais que voilà, j'ai fait partie de ces femmes qui ont mis un point d'honneur et ont porté beaucoup d'attention au fait de surtout essayer de ne pas saouler mes amis, par exemple, qui n'avaient pas d'enfants, alors qu'en fait ça occupe toute notre vie, surtout dans les premiers temps, tout notre corps, tout notre esprit, et qu'en fait, on a terriblement besoin de pouvoir échanger sur ces questions. Et ce qui est assez chouette, par contre, je trouve aujourd'hui, c'est qu'on est aussi dans un moment où on voit apparaître, et
peu à peu se multiplier des propositions de groupes de parole, d'espaces de parole autour du postpartum. Moi, ça n'existait absolument pas. En tout cas, moi, je n'en connaissais pas en 2017 et je pense que ça m'aurait fait le plus grand bien de pouvoir partager ça avec d'autres. C'est vrai, moi aussi en 2017 j'avais besoin de ça. Je compatis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en 2022 on est dans une autre ère de la parentalité grâce aux réseaux sociaux qui ont quand même en 5 ans là, libéré beaucoup de paroles et t'en parles d'ailleurs dans ton livre. Alors c'est très intéressant le début de ton livre, j'invite vraiment les hommes et les femmes à lire, mais cette relation complexe qu'il y a entre la maternité et le féminisme. Et moi, j'ai toujours senti ça en moi, de cette dissonance, et t'as mis des mots dessus puisque tu l'expliques d'un point de vue sociologique et historique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi ça a longtemps été impossible à combiner ces deux mots ? Oui, tout simplement, en tout cas pour les femmes de notre génération, on est les héritières de ce féminisme de la seconde vague. Et la seconde vague, donc c'est la fin des années 60, le début des années 70, et c'est un mouvement très fort d'émancipation par rapport à la maternité imposée, automatique. Donc oui, en fait, à l'époque, il était déjà question de maternité en réalité dans les mouvements féministes, mais pour s'en libérer, pour s'en échapper, ce qu'on peut tout à fait comprendre et qui est pleinement légitime sur le plan de l'histoire et du mouvement de notre société. On comprend bien que l'urgence à l'époque, c'était l'accès à la contraception, le droit à l'avortement, le droit de choisir ou pas d'être mère. Mais du coup, dans le même temps, il y a eu une forme de mise à l'écart, en fait, de la question de la maternité en elle-même, c'est-à-dire le vécu maternel, la condition maternelle et des mères elles-mêmes. Il y a une étude notamment que je cite dans le livre, qui est une des rares études qu'on a en France qui s'est intéressée à la transmission du féminisme de ces femmes de la seconde vague à leurs filles notamment. Et cette étude revient sur la place des mères dans les mouvements de la seconde vague. Alors déjà, moi, ça m'a beaucoup questionné cette image de la présence des mères dans les mouvements de la seconde vague, puisqu'on a quand même l'image de femmes ou célibataires ou lesbiennes, ou en tout cas sans enfants, alors qu'en réalité, il y a eu des mères en fait dans ces mouvements de femmes, dans ces mouvements de rue, dans ces groupes militants, et beaucoup racontent notamment dans cette étude qu'elles se sont senties mises à la marge, que leurs problématiques n'avaient pas leur place en fait dans ces questions. Donc nous, on vient de là. Puis après la libération par rapport à la maternité, il y a eu d'autres phases de mobilisation dans les décennies suivantes. Il y a eu la question de l'égalité dans le travail, il y a eu la question de l'égalité des familles, etc. Mais la question de la maternité, il a fallu attendre finalement la décennie 2010 et quasiment 2020 pour qu'elle revienne. Parce que quelque part, il y a longtemps eu cette idée que devenir mère, c'était se plier au script qui était attendu de nous. Donc, quelque part, c'est rentrer dans le rang d'une société patriarcale. Donc, quelque part, qu'on serait en fait de mauvaises féministes, vu qu'on accepterait l'aliénation suprême qui serait celle de faire des enfants, et qui plus est dans un couple hétérosexuel. Donc, autant dire qu'on coche toutes les mauvaises cases, quoi. Voilà, bien évidemment, c'est plus complexe que ça, et on n'est pas des mauvaises féministes, ni moins féministes, parce qu'on aurait des enfants, évidemment. Mais il a fallu quelques générations pour que cette question revienne sur la table. Et tu racontes aussi dans le livre que l'étude sociologique, elle s'est penchée sur les filles de ces mères et qu'il n'y a pas eu de transmission au final. Donc, il n'y a pas eu une génération qui a reçu de leur mère cette question de maternité qu'elles ont continué de porter. Donc, il y a eu une cassure et qu'il a fallu réinventer. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais la nouvelle génération de mères dont on fait partie et dont tu as interviewé plein de mamans d'ailleurs dans ton bouquin qui veulent changer la donne ? Quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on est une génération qui, me semble-t-il, se révèle féministe ou plus féministe encore une fois qu'elle devient mère. C'est peut-être ça qui, moi, me frappe le plus. Une génération aussi, pourquoi on se réveille féministe ou plus féministe à ce moment-là ? Parce que c'est le moment de la grande claque, des grandes désillusions
long par rapport à cette idée, ce mythe dans lequel on a grandi de l'égalité acquise, que nous serions les égales des hommes, de nos conjoints, de nos amis. Et en fait, quand on devient mère, c'est vraiment le moment où, en fait, on se rend compte que non, on n'y est pas encore. Pardon, j'ai oublié ta question, du coup. Non, comment tu les définirais, du coup, ces nouvelles mères? Ce que moi, j'ai trouvé très intéressant, en tout cas, ce que j'ai pu observer dans ce travail, c'est que finalement, il n'y a pas une seule manière pour les femmes d'aujourd'hui de conjuguer maternité et féminisme. Il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont mères, qui se disent féministes, mais ça peut se vivre de manière très différente en réalité, en pratique. Il y a des femmes pour qui assumer son féminisme, c'est dans sa parentalité, ça va passer vraiment beaucoup par l'éducation donnée aux enfants. Bon, ça c'est quelque chose qui traverse quand même toutes les femmes, et c'est d'ailleurs peut-être l'un des points communs les plus partagés de faire de l'éducation des enfants un vrai levier de changement social avec ses filles, mais aussi avec ses garçons, son garçon si on en a un. Il y a la question du rapport au travail, des femmes aussi qui décident de changer complètement d'activité professionnelle ou de lever le pied sur leur activité, et qui le font en assumant aussi le fait que ce soit aussi un choix féministe. Voilà, il y a tout un tas de manières très différentes. Pour d'autres, ça va être aussi peut-être davantage le refus d'être dans certaines formes de maternage ou d'allaitement. Enfin, il y a vraiment un éventail très large, mais peut-être que ce qui fait lien, c'est vraiment l'idée qu'on doit pouvoir choisir la façon dont on investit sa maternité, et qu'un choix n'est par définition pas moins féministe ou pas moins valable qu'un autre dès lors qu'on en connaît les tenants, les aboutissants, et voilà. Il se cache quand même vraiment cette idée que derrière le fait d'être mère, on ne peut pas être féministe. Est-ce que tu as la sensation aujourd'hui que ça se déconstruit bien et que nous, notre génération, on arrive mieux à assumer ça, ou ça reste encore ambivalent? Je crois que ça reste encore ambivalent. Alors ça avance, ça évolue. Je pense que le fait qu'il y ait cette parole aujourd'hui beaucoup plus présente à travers des podcasts comme le tien, à travers tout un tas de comptes Instagram, à travers certains bouquins, on le déconstruit et se questionne de manière plus collective le sens de qu'est-ce que c'est être mère, être féministe. Mais ça reste quand même porteur d'une grosse ambivalence, puisque au moment où on devient mère se cristallise bon nombre d'inégalités aussi. Donc en fait, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beau être hyper féministe, hyper informée, parfois pour certaines d'entre nous hyper militante, quand on est à la maison, très majoritairement, on va être dans une situation de déséquilibre qui est pas forcément très plaisante, qui est pas confortable, mais qui est parfois ultra violente même, et qui en plus est compliquée à vivre au regard de ses propres convictions féministes. C'est-à-dire on essaye d'élever des enfants en leur donnant un autre modèle, hors des stéréotypes, en dénonçant les inégalités. Pour certaines d'entre nous, on les dénonce publiquement, et en fait à la maison, on doit quand même faire face à la charge mentale, à la charge domestique, à la charge éducative qui pèse encore sur nous. Je sais que tu connais très bien cette question que tu traites régulièrement. Donc elle est là, l'ambivalence. En fait, elle est là. Comment faire vivre mon féminisme quand à la maison, je me retrouve dans une position, de domination sociale, domestique, et quand en plus de l'autre côté, dans les mouvements féministes, parfois on me fait peut-être aussi sentir que les mères, en fait, c'est pas le sujet, c'est pas ce qui nous intéresse. Tu l'as voulu, tu l'assumes, tu as choisi, tu le savais, et on a d'autres choses à traiter. Donc tout ça fait que non, ce n'est pas si évident au quotidien de conjuguer tout ça sereinement, je crois. Dans ton titre, donc c'est tu seras une mère féministe pour interrogation et pour une maternité décomplexée et libérée. Est-ce que toi, personnellement, avec toutes les infos que tu as et tout ce que tu arrives à déconstruire, tu as trouvé la recette pour être dans cette maternité décomplexée et libérée? Non. Enfin, oui et non. Je dirais pas que ma maternité est tout le temps décomplexée et libérée. En revanche, et si j'avais la recette miracle, franchement, je la donnerais et je la partagerais volontiers partout. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que quand même, mes lectures, mes réflexions féministes, les échanges avec d'autres mères féministes aussi, m'ont décomplexée. C'est-à-dire que je pense que mon féminisme, entre la mère que je suis aujourd'hui et celle que j'étais il y a 5 ans, m'ont aidé à me lâcher un peu les baskets, m'ont aidé à travailler beaucoup sur cette fameuse culpabilité maternelle. Ça a quand même été un vrai levier.
Et je crois aussi à assumer davantage le fait que oui, je suis une mère dans la société, dans l'espace public, je suis aussi une mère. Et donc, j'ai aussi des enfants avec moi, des enfants qui font du bruit, des enfants qui bougent, et que, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, je m'excuse moins d'être ce que je suis en tant que mère, et que peut-être que être une mère, c'est pas vu comme quelque chose de cool, de très fun, de très rock'n'roll, ou que sais-je, voire c'est franchement pénible, les mères. Mais en fait, voilà, là où mon féminisme m'a aidée, c'est en tout cas pour me décomplexer par rapport à ça, et pour assumer peut-être un peu plus fièrement et la tête haute ma place. En revanche, je dirais que sur toute la partie charge domestique, charge mentale, le fait de travailler sur ces questions, alors m'aide à comprendre beaucoup de choses, mais ça peut nourrir aussi la colère parfois, voilà. Et puis bon, là aussi c'est ambivalent, c'est parfois une source de colère, et en même temps c'est aussi une source de réassurance sur le fait que non, en fait le problème ne vient pas nécessairement de moi, ou que je suis, je ne sais pas, hystérique ou folle ou trop exigeante, mais que bon, on est quand même des millions à être confrontés au même problème, donc manifestement il y a quelque chose qui déconne quelque part. Tu parles dans ton livre de la révolution paternelle. Parce que tu t'adresses tout d'abord aux femmes en disant que voilà, tu vas pas parler à la place des hommes et que tu es là pour t'adresser aux femmes. Mais qu'est-ce que tu entends, toi, dans la révolution paternelle ? J'attends vraiment impatiemment cette révolution paternelle. Disons que il me semble que lorsqu'on questionne la parentalité, les questions d'équilibre en vie privée, vie professionnelle, on s'adresse essentiellement aux femmes, en fait, encore et toujours, à ce que nous pourrions faire, nous devrions faire pour mieux nous en sortir, etc. Il est toujours aussi beaucoup question de laisse-t-on suffisamment la place aux pères, leur permettons vraiment voilà, de prendre leur pleine place. Moi, je pense que cette question, elle doit se poser aux pères. Je suis très frappée de voir que dans les mobilisations, par exemple, sur l'allongement du congé paternité, il y avait quand même très peu d'hommes. Il y a eu un collectif de pères, mais c'est suffisamment notable pour qu'on sache qu'il y a eu un collectif de pères, c'est-à-dire on n'a pas vu des pères dans la rue. Sur le congé parental, qui est un des gros leviers de changement, qui est très mal indemnisé, qui n'est pas pris par les hommes, quasiment pas d'ailleurs à temps plein, moins de 1%. Là aussi, il n'y a pas de mobilisation collective de la part des hommes qui sont pourtant quasiment la moitié à se dire féministes, près de la moitié des pères se disent féministes. Moi, je trouve ça formidable, mais c'est là où j'attends une révolution paternelle, et j'entends par là une mobilisation des pères, mais pour eux, pour leurs enfants, pour nous, pour leurs enfants, mais aussi pour eux-mêmes. C'est-à-dire que eux aussi ont à y gagner dans cette histoire. Ils ont sans doute à y perdre sur certains privilèges, bien évidemment. Mais les hommes souffrent aussi de cette course à l'épuisement, de la place, l'omniprésence, la centralité du travail salarié. Donc oui, je crois que mais on sent qu'il y a une résistance, que effectivement demander être celui qui va partir à 17h et à qui on va dire ah t'as pris ton après-midi, enfin c'est pas agréable. Nous aussi on peut se l'entendre dire, bon on fait avec, c'est pas plus agréable, mais voilà l'explication qui revient souvent, c'est quand on est un homme, c'est davantage mal vu, c'est plus compliqué. Il semblerait que ce soit en partie vrai, si on en croit notamment les travaux d'Ariane Paillet, qui est chercheuse à l'INED. Mais je crois que là, ça demande aussi peut-être une forme de courage et de mobilisation collective si on veut que ça change. Et les hommes restent aussi, par ailleurs, les principaux décideurs du monde professionnel. Donc, si eux ne font pas ce travail, à un moment donné, je crois qu'on arrive aussi aux limites de ce que nous, on peut faire depuis notre place. Voilà ce que j'entends par révolution paternelle, révolution qui n'est pas encore tout à fait advenue, je crois. Oui, c'est qu'elle n'a pas encore vraiment commencé. On l'attend. On l'attend. Voilà, on l'attend. On l'appelle de nos voeux, on est prêt à la soutenir, à l'accompagner, mais il faut aussi que ça vienne des hommes. Et ce que je dis aussi dans le livre, c'est que souvent les hommes féministes, pro-féministes ou alliés, peu importe comment on les appelle, peuvent se sentir illégitimes sur certains combats. Là, moi, je crois que les hommes, ils tiennent leur combat, un combat hyper important. Enfin, si des hommes souhaitent faire avancer la société vers plus d'égalité, je crois que là, il y a quelque chose... Ils tiennent une bataille qui pourrait être la leur et qui serait très utile à tous et à toutes. Je précise aussi quand même que, pour en avoir interviewé quelques-uns, ils se prennent aussi beaucoup de critiques de la part de certaines femmes, sur le fait que c'est pas grâce à eux, le combat il a été commencé par les femmes, et donc je pense qu'aussi parfois ils se retrouvent dans une posture où ils marchent sur des œufs, ils savent pas trop où aller, donc c'est complexe comme question parce que ça amène de la rancœur et ça amène aussi
d'autres. C'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. C'est pas si simple, malheureusement. Absolument. Et c'est une ligne de crête qui est effectivement difficile à tenir. Et enfin, j'en ai tout à fait conscience, en effet. Mais je crois que c'est quelque chose qui pourrait être. Enfin, moi, en tout cas, il me semble que les hommes sont tout à fait légitimes en fait à se mobiliser, à militer particulièrement à cet endroit-là. Et en ce qui me concerne, moi, je serais vraiment ravie de les soutenir. De les soutenir, exactement. Il y a un autre aspect dans la parentalité qui aujourd'hui commence vraiment à être déconstruit et dont je trouve on ne parlait pas du tout avant, c'est la question de l'argent et de l'équilibre autour de l'argent dans un couple hétéro. Qui est vraiment dans les carcans du patriarcat, quoi, où souvent l'homme gagne mieux. Toi, à ton avis, pourquoi est-ce que cette question elle est en train de devenir centrale aujourd'hui ? Très bonne question. Pourquoi cette question devient centrale ? Déjà, je pense. Je dis juste un chapitre qui s'appelle Les femmes payent l'addition ou je sais plus comment tu. Il s'appelle Séparation, les mères payent l'addition. Ah oui, voilà. Et c'est dans une partie qui s'appelle Chère maternité et qui, dans lequel je m'intéresse effectivement au coût économique. Je ne sais pas pourquoi cette question elle émerge là. Peut-être parce on est aussi une génération qui travaillons massivement et qui avons été élevés par des mères qui travaillaient massivement en ayant des enfants. Donc, l'hypothèse peut-être qu'on peut faire, c'est qu'on pensait avoir réglé cette question de l'indépendance financière. Finalement, l'essentiel, ma fille, c'est que surtout tu aies un travail, que tu ne sois pas dépendant de ton conjoint, de ton mari, chose qui a été quand même globalement, qui est devenue une norme sociale. Et pour autant, on se rend compte que ça ne suffit pas en fait à garantir l'égalité économique, que d'ailleurs ces inégalités économiques restent massives, y compris dans des couples qui se pensent et essayent d'être égalitaires. Voilà, et peut-être aussi qu'il y a aujourd'hui un peu plus, enfin qu'on assume davantage le fait d'aborder la question financière, puisque globalement compter quand on est une mère, ça ne se fait pas trop, il me semble. On n'est pas censé compter ni son temps, ni son argent, encore moins son argent. Et je pense que pour un certain nombre de femmes indépendantes qui deviennent mères en ayant déjà travaillé plusieurs années avant, qui ont eu parfois même carrière avant d'avoir des enfants, la chute se produit quand même en partie et que donc la question financière, voilà, elle se pose. Et peut-être aussi que c'est quelque chose qu'on peut quantifier aussi. L'argent, c'est peut-être, là je fais cette hypothèse, je ne sais pas, mais c'est quelque chose où on peut de manière claire montrer les inégalités là où on a tant de mal à les quantifier et à les rendre palpables quand il s'agit de ce fameux travail domestique invisible et non rémunéré. Moi, j'ai aussi l'impression que c'est une conversation qui est plus tangible avec les partenaires. Parler d'argent, c'est, comme tu dis, c'est du concret, donc il y a une façon où ils sont plus réceptifs, malheureusement, quand on va sur ce terrain-là. Absolument, je crois que c'est plus clair, plus percutant ou moins sujet à débat quand on explique que depuis qu'on est passé à temps partiel, on a perdu X centaines ou milliers d'euros, en tout cas on s'est privé d'eux sur l'année, alors que expliquer qu'on a fait tant d'heures, qu'on a passé tant d'heures à faire telle ou telle chose pour la famille, la maison ou les enfants, en fait on a beau essayer, il me semble que le message est quand même beaucoup plus dur à faire passer. Là il y a quelque chose qui ne prête pas à discussion en fait, à débat. C'est clair, c'est imparable. Donc peut-être que c'est aussi un terrain sur lequel on peut davantage montrer les inégalités qu'on vit. T'en as parlé un tout petit peu au début, que c'était un des points communs de toutes les mères que t'as interviewées, que l'éducation allait être un levier pour tenter de rendre ce monde un peu plus égalitaire et avec une société qui se détache du patriarcat. Pourquoi est-ce que les féministes investissent ce champ ? Parce que c'est un champ qui est majeur, parce qu'on sait très bien que pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer réellement la société, on devra continuer de déconstruire ces stéréotypes, d'éduquer nos enfants hors d'un carcan genré, sexiste. Donc voilà, je crois qu'on sait toutes et parfois tous l'importance que ça a. Enfin, pour moi, il y a un parallèle assez évident avec l'écologie. Enfin, c'est une forme d'éducation
à l'avenir. Et puis aussi parce que c'est un levier immédiat peut-être qu'on a entre les mains, parce qu'en tant que parents, on les éduque au quotidien, nos enfants. Enfin, je veux dire, c'est une façon aussi d'essayer de reprendre du pouvoir sur cette société en élevant des petits humains conscients de ces problèmes-là, des inégalités, des privilèges des uns, des violences que subissent les autres. Donc il me semble que c'est un levier d'action qui est à notre portée, peut-être pas plus facile, mais plus accessible, en tout cas dans un premier temps, que parfois d'aller militer ou s'investir autrement pour des combats féministes. Oui, en fait, on a une emprise directe sur la génération qui arrive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça marrant de me dire que la maternité n'était pas un enjeu avant dans le féminisme, alors que si tu veux changer la société, c'est vrai que quand même, il faut inclure les enfants et il faut se dire que c'est eux qui, plus tard, vont porter ces projets-là. C'est quand même, oui, il me semble, en tout cas, c'est un endroit d'où on peut quand même agir à moyen et à très long terme. Alors certes, de manière diffuse, on ne sait pas dans quelle mesure on aboutira et jusqu'à où on pourra pousser le changement, mais c'est quand même un levier d'action qui est là à portée de main et qui peut nous permettre de reprendre, oui, une certaine forme de pouvoir. Le mot est un peu fort, mais en tout cas un pouvoir d'action dans une société qui nous en laisse pas forcément l'opportunité. Toi, comme Fatima Ouassak, que j'avais reçue dans le podcast en janvier 2021, tu consacres une partie de ton livre à la politisation des mères. Je pense que Fatima, c'était la première personne que j'entendais dire haut et fort et brandir cet argument de dire on doit politiser les mères. C'est important. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi, de ton point de vue, pourquoi aussi c'est une question centrale? Alors déjà, je tiens à dire que le travail de Fatima Ouassak, il est essentiel. Moi, quand j'ai lu son livre, je pense que j'ai applaudi à peu près toutes les 2 pages. Et donc, dans ce chapitre sur la politisation des mères, il est évidemment question, et je rends hommage à son travail et à ses paroles qui sont très importantes. Oui, disons que je suis frappée, comme d'autres, de voir que les mères n'existent pas en tant qu'actrices politiques, ou alors quand on les mobilise en tant que figure politique, c'est quasi systématiquement, je l'entendais encore ce matin à la radio à propos de Giorgia Meloni, c'est la figure de la réaction, c'est-à-dire le seul moment où les mères parlent ou sont présentées en tant que mères dans le débat politique, c'est quand il s'agit de donner la parole à des mouvements conservateurs, réactionnaires, voire franchement d'extrême droite. Il n'y a que dans ces mouvements-là que la figure de la mère, elle est mobilisée, ou alors dans des partis peut-être moins conservateurs, et encore je réfléchis en même temps, disons que la mère, ça va être la figure du bon sens. La mère n'est pas une figure de mobilisation progressiste, encore moins révolutionnaire. Donc Fatima Ouassak a très bien montré que si en réalité les mères étaient des actrices politiques, notamment dans les quartiers populaires où elles sont les piliers en fait de la vie politique locale, et dans son sillage, j'invite clairement les mères à se politiser aussi en tant que mères, c'est-à-dire je crois que ça rentre un peu dans cette idée d'assumer et de ne pas avoir honte, et même d'être fière de ce qu'on est exactement, y compris dans l'espace politique. Et je crois qu'il n'y a rien d'indigne, bien au contraire, à se mobiliser en tant que mère, surtout que les mères, en fait, elles en font déjà de la politique. Alors c'est la petite politique qui n'intéresse pas beaucoup, mais c'est la politique en fait qui nous concerne toutes et toutes chaque jour, qui est dans les collectifs de parents d'élèves, qui se mobilisent en ce moment même à Montreuil parce que le bus ne passe plus. Ce sont pour beaucoup des mères en fait. Donc je crois qu'il faut réinvestir la figure de la mère, et ça je m'adresse là un peu aussi aux copines féministes, quoi. D'arrêter de reléguer la mère aux marges de figures réactionnaires, et en fait les mères se mobilisent et on doit se mobiliser. On a tout intérêt, je crois, à se mobiliser collectivement en tant que mère. Je trouve aussi que c'est paradoxal parce je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'on a des fois aussi pas l'espace mental, pas l'espace physique pour le faire, parce qu'on est tellement dans un tourbillon où on donne beaucoup, surtout quand c'est déséquilibré la charge parentale, et que ça nous paraît impossible de se mobiliser encore sur ce plan-là. Moi, je sais que j'admire Fatima Ouassak parce qu'elle a une énergie incroyable, alors qu'elle a des enfants qui sont pas si grands, et qu'elle a verbalisé, elle a hiérarchisé, elle a interprété tout ça. Même toi, d'avoir écrit un livre alors que t'as eu tes 2 enfants. Il y a aussi ça qui est compliqué dans la temporalité, parce que devenir mère, c'est aussi ralentir, c'est aussi être
être dans une période d'acceptation que on n'a pas la même énergie ni la même potentiellement la même niaque, que ça reviendra. Et donc c'est pas facile, je trouve, aussi d'être en phase avec ça, avec ce qu'on ressent profondément de la révolution qu'on veut mener et en même temps de la disponibilité qu'on a. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je crois qu'on peut pas exiger de nous d'être sur les barricades au moment de nos vies où justement on a déjà tellement de mal à trouver un peu d'espace mental à soi en fait et où on est quand même nombreuses à être dans une forme d'épuisement chronique assez intense. Donc l'idée n'est pas de dire que les mères n'en font pas assez et qu'elles devraient en plus se charger de ça. Rappelons en plus que quand même les mouvements militants et politiques, j'en parle aussi dans le livre parce que je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus d'organisation. C'est-à-dire que quand on fait toutes ces mobilisations le soir, ces rencontres, ces réunions entre 18h et 21h, à quel moment on s'imagine que les mères vont venir en fait? Et si en plus il n'y a pas d'espace pour accueillir des enfants, ce qui est en fait presque jamais le cas, en fait les mères qui sont celles qui s'occupent massivement des enfants, surtout à cette heure-là, elles restent à la maison. Donc faut pas s'étonner que les mères soient relativement absentes, mais il y a d'autres moyens néanmoins de faire de la politique que d'être dans des partis ou des organisations. Et je crois que les paroles qui se libèrent aujourd'hui autour de la maternité, elles s'inscrivent aussi dans une démarche politique, quand il y a des hashtags comme mon postpartum, quand il y a des mobilisations sur le congé mater, c'est aussi quand il y a il y a tout un tas de choses, d'actions où on fait aussi de la politique à notre échelle et on peut déjà s'en féliciter et plutôt que de s'auto-flageller parce qu'on n'en ferait pas assez. Voilà. C'est clair, t'as raison. Et on le sait aussi, c'est que les gros changements, ils arrivent dans le foyer. Enfin, c'est la base. Absolument. Au final. Et c'est dur parce que ça représente une charge, mais c'est aussi là qu'on impulse des gros changements et que on peut espérer avoir un résultat un jour. Ouais. C'est ça qui est dur à vivre aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye déjà d'éduquer des enfants qui, dans une perspective féministe. On essaye d'avoir un couple qui soit plus égalitaire et en fait toute cette charge elle pèse quand même beaucoup sur les mères, ce travail de pédagogie, d'organisation, de gestion des émotions des uns et des autres, etc. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on se félicite et que ce n'est pas un échec non plus. Enfin, je crois que c'est important de le rappeler que on n'est pas une féministe ratée, on n'est pas en échec parce que dans son couple c'est pas très égalitaire, voire pas du tout égalitaire. Enfin, je crois qu'il faut sortir de cette idée aussi très libérale que finalement tout ça ce serait qu'une question de choix, à nous de faire les bons choix de conjoints, les bons choix de métier, et dans ces cas-là l'égalité nous attend au bout du tunnel. En fait, c'est bien plus complexe que ça et c'est pas une question de réussite individuelle ou d'échec. Enfin moi en tout cas, je trouve qu'avoir conscience de ça permet aussi peut-être d'être un peu plus bienveillant envers soi-même, et c'est pas parce que on s'y prend mal que dans notre couple on se tape toute la charge mentale en fait. J'en étais où? Ah oui. Tu apportes un éclairage qui m'a intéressée sur la santé mentale des mères, où tu parles de la dépression du postpartum. Donc c'est top parce que maintenant on en parle vraiment beaucoup et ça commence à être quelque chose d'un peu plus verbalisé et moins honteux. Et toi, tu apportes le volet du patriarcat dans ces dépressions du postpartum et comment quasiment aucun professionnel de santé ou aucune professionnelle de santé ne prend ce prisme-là. Est-ce que tu peux développer ? Oui, alors en fait au départ c'est Fabienne Lacoude qui est la fondatrice du site MILF pour maternité informée, libre et féministe, qui elle-même a vécu une dépression postpartum. Je l'avais interviewée et elle racontait que lors de sa prise en charge dans une unité mère-enfant à l'hôpital, en fait la question de l'organisation sociale dans laquelle vivent les mères, de comment ça se passe chez elles, est-ce qu'elles sont épaulées, qui fait les tâches, enfin comment se partagent les tâches, etc. Sont-elles accompagnées, n'était jamais posée. C'est-à-dire que on s'intéresse essentiellement aux liens
mère-enfant, comme si, alors oui, parce qu'il y a un enjeu à cet endroit-là, mais on fait fi de tout ce qu'il y a autour, ce qui me semble quand même assez questionnant quand on voit la prévalence des dépressions postpartum, quand on voit la question de l'épuisement, on sait que c'est un facteur important dans le déclenchement des troubles dépressifs. Je suis assez frappée de voir que même dans les campagnes balbutiantes de santé publique, dans les discours de professionnels, on ne questionne pas ça, c'est-à-dire on est toujours sous le prisme psychologisant et psychanalytique qui a des choses à apporter, mais qui ne prend aucunement compte à aucun moment du contexte social dans lequel vivent les mères, de la question de la fatigue notamment, de la charge domestique et ça pose quand même question, je crois. Il y a un film qui est très fort là-dessus, je sais pas si tu l'as vu, avec Charlize Theron, qui s'appelle Tully, qui est sorti en 2018. Non, je l'ai pas vu. Et ça traite de ça et c'est un film un peu flippant. C'est pas très joyeux, ne le regardez pas si vous êtes dans une période fragile. Ça s'appelle Tully, mais c'est waouh. Elle avait pris 30 kilos pour ce film. Enfin, ça montre juste à quel point tout le monde aime bien fermer les yeux quand la mère se dévoue et fait tout, oui, et qu'elle va droit au mur et qu'on se dit après ah bon bah c'est marrant, je n'avais pas remarqué, j'avais pas vu venir. Oui, j'avais pas vu venir, avec parfois la petite touche en plus de elle se laisse un petit peu aller en ce moment quand même, hein. Elle arrive à l'école pas maquillée, elle a toujours pas perdu ses kilos de grossesse. Enfin, il y a tout ça, donc on remarque très bien là où les mères ne rentrent pas dans le script attendu, mais c'est vrai qu'effectivement la surcharge des mères pour l'instant n'est pas un sujet d'intérêt collectif. T'as tout un chapitre donc sur les mères célibataires. Pourquoi est-ce que encore aujourd'hui les mères célibataires trinquent et donc, comme tu disais, payent l'addition et sont dans une situation de précarité qui n'a pas son équivalent chez les hommes? Alors, c'est une question très complexe. Alors déjà, pourquoi les mères célibataires se retrouvent dans la précarité de manière assez affolante? Parce que essentiellement, ce sont elles qui ont la garde des enfants déjà, ce qui, alors. Je sais pas si je dois développer le pourquoi elles ont la garde des enfants, mais je préciserai juste que c'est presque toujours dans l'écrasante majorité des cas d'un commun accord, c'est-à-dire que le père ne demande pas la garde principale de l'enfant, et les gardes partagées, c'est à l'heure actuelle à peu près 12%. Donc on voit bien le ratio. Il y a de manière évidente ce problème d'articulation entre travail et famille. Il y a déjà le passif, la maternité appauvrit les femmes de toute façon avant même la séparation, mais il se trouve que au moment de la séparation, c'est là où chacun récupère un peu ce qui est à toi, ce qui est à moi. On fait les comptes, quoi. Là, ça à ce moment-là, le coût de la maternité, c'est le moment où les femmes payent très clairement l'addition et se retrouvent donc très massivement à gérer les enfants. Et ce qui est très intéressant, ce que montrent notamment Céline Bessières et Sybille Golac dans Le genre du capital, elles ont beaucoup travaillé en fait sur d'une part l'héritage, d'autre part les séparations. C'est que dans la justice familiale, les mères restent encore très majoritairement perçues comme celles qui de toute façon seront là, vont pallier. Donc, si on demande, par exemple, si monsieur demande un aménagement de sa garde parce que lui, il doit travailler le samedi, il peut pas garder les enfants, on demandera à madame de se débrouiller. L'inverse n'est pas vrai du tout. Donc, il y a une sorte de représentation sociale dominante qui fait que les mères seront là pour gérer. Et c'est valable aussi pour l'argent, c'est-à-dire que quand on établit la pension alimentaire, on l'établit pas tant au regard des besoins supposés de la mère de l'enfant, mais au regard de ce que l'ex-conjoint peut verser. Si ce n'est pas suffisant, on part du principe que madame se débrouillera pour de toute façon trouver. Donc il y a tout un tas de mécanismes avant la séparation,
après la séparation, y compris au niveau de la justice familiale, qui fait que en fait il devient intenable pour beaucoup de mères à la fois de garder un emploi salarié à plein temps et de gérer les enfants, sans compter que il y a pas toujours la pension alimentaire qui est payée, hein. On parle de à peu près 30% d'impayés dans les pensions alimentaires. Jusqu'à aujourd'hui, là, ça va un petit peu changer. Lorsque la CAF pallie, on parle de 116 euros ou 118, je ne sais plus, mais bon, moins de 120 euros par enfant. Et encore avec des conditions très précises, puisque pour pouvoir avoir cette aide censée pallier au non-paiement de la pension alimentaire, il ne faut pas être en couple. Donc, c'est-à-dire que, c'est assez ubuesque en fait. Donc, tout ça fait que les mères isolées payent très très chèrement le fait qu'on leur demande de se débrouiller avec leurs enfants et ce qu'elles font en fait, et elles le payent doublement. Et puis du coup, c'est pas un moment où elles peuvent développer leur carrière puisqu'elles sont freinées et bloquées à la maison et qu'il n'y a pas de soupape et pas de... Il y a ce problème incompressible de temps, en fait, tout simplement. Donc, quand on a 1 ou 2 enfants à récupérer à 17h30 ou 18h, les réunions du soir, on se doute bien que ça va pas être possible. Si on a 1 heure de transport avant ça, voilà... Donc oui, il y a ce problème du temps. Oui, qui est problématique. En tout début d'épisode, je te disais que les mots maternité et féministe ont longtemps été antinomiques, voire donc impossibles à combiner. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il reste 2 mots qui sont un peu complexes, qui sont allaitement et féminisme. Ouais. Et toi, moi, on a à peu près eu les mêmes expériences avec l'allaitement et c'est, je raconte juste parce que moi, je voulais pas allaiter, j'étais pas du tout dans ce truc-là et j'ai quand même allaité parce que je voulais tester et j'ai adoré allaiter et du coup, je me suis retrouvée et je sais que toi aussi, t'as adoré allaiter finalement et que c'était finalement une vision de se dire merde, est-ce que on est moins... C'est débile de dire ça, mais est-ce qu'on est moins féministe parce qu'on adore allaiter? Est-ce qu'il y a un problème chez nous? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce truc alors que c'est le pic du summum de la dévotion et du don de soi pour son enfant. On en est où entre ces 2 mots? C'est toujours un amour vache, une relation compliquée, parce qu'il y a toujours quand même cette idée que, cette idée qui est là depuis des décennies que allaiter ce serait aliénant, ce ne serait qu'aliénant, et que donc on devrait par principe s'y refuser ou en tout cas ne pas s'y adonner trop longtemps. Mais je crois que ça aussi, ça fait partie des choses qui changent avec notre génération, justement. C'est-à-dire une génération de femmes qui est très au clair sur une partie de ses choix, en tout cas sur son féminisme, et qui assume, et c'est peut-être ça qui est aussi un peu nouveau, qui est en train d'évoluer, qui assume de dire oui, en fait, j'aime allaiter, ou j'ai aimé allaiter, et je suis pas moins féministe pour autant. Et on voit très bien aujourd'hui le mouvement, enfin je sais pas si on peut parler de mouvement, mais en tout cas les mobilisations ici et là, que ce soit les sittings en Grande-Bretagne ou les campagnes sur les réseaux pour le droit à allaiter en extérieur dans l'espace public. Pour moi, ce sont des mouvements qui sont éminemment féministes, de manière évidente. Donc, j'ai bon espoir sur le fait qu'on arrive à sortir enfin de cette espèce d'antagonisme un peu vieillot, pour dire le fond de ma pensée. Voilà, sur ces questions de rapport au corps. Et il y a aussi un certain nombre de femmes dont je fais partie qui racontent d'ailleurs avoir expérimenté une forme de puissance, un sentiment de puissance en allaitant leurs enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'esclavage ou l'aliénation qu'on a pu nous dépeindre parfois pendant très longtemps. Donc il y a aussi une reprise de pouvoir sur ce choix-là et en tout cas quelque chose de plus assumé, je crois. Oui, et moi, je salue quand même le travail de Alison Cavaillé, la fondatrice de Tagine Banane, parce que elle fait des campagnes dans les rues de Paris avec des seins allaitant, avec des images percutantes qu'on a eu peu l'occasion de voir et qui essayent juste de replacer un acte normal de nourrir un enfant dans un contexte où on a sexualisé pendant tellement longtemps le sein de la femme et qui aussi n'est jamais dans
le conflit avec le fait de dire c'est pas bien de donner un biberon. C'est pas du tout ça en fait. Et je trouve que nous aussi il y a une génération de mères qui est en train d'essayer de se détacher, de se dire il n'y a pas une bataille entre le biberon et le sein. Oui. Il y a juste des choix de femmes, des choix qui doivent être éclairés, qui sont malheureusement pas encore tout à fait le cas. Et tu le dis bien qu'à la maternité, on propose les tétées d'accueil, mais il y a zéro accompagnement derrière. On propose une tétée d'accueil et celles qui veulent pas allaiter, ben on leur les accompagne pas non plus pour la montée de lait et essayer de l'enlever. Donc il y a aussi tout un truc où, en gros, les femmes, quel que soit le choix qu'elles font, elles sont jugées et elles doivent se débrouiller. Absolument. Ouais. Ça, je crois que c'est quand même la grande continuité entre toutes ces problématiques, et l'allaitement, c'est vraiment l'exemple, l'un des exemples parfaits sur le fait qu'on ne fait jamais les bons choix, en fait. Puisque si on n'allaite pas, clairement, il y a une forme de pression sociale sur le fait d'allaiter, surtout un nouveau-né. Maintenant, attention, passé 3 mois, ça devient suspect. Passé 6 mois, ça devient vraiment hyper bizarre, voire complètement déviant. Il y a tout un tas de travaux qui montrent très bien ça. Donc, en fait, je crois que on a toute légitimité aussi à se dire que le choix, le meilleur choix, c'est quand même celui qui nous convient, puisque de toute façon, il faut bien avoir en tête que tout le monde, ou presque, il trouvera toujours à redire, que ce soit à partir de considérations scientifiques ou pseudo-scientifiques, à partir de considérations morales, à partir de qu'est-ce qu'on devrait faire de notre corps, à partir de considérations féministes, antiféministes. Enfin, en fait, tout le monde y va de son avis sur nos seins, globalement. Donc, à partir de là, oui, et surtout, il n'y a toujours pas d'accompagnement pour les mères qui souhaitent effectivement allaiter, et pour celles qui ne le souhaitent pas non plus. Donc, voilà, je crois qu'il faut faire front commun sur ce sujet et bien avoir en tête que quand on critique une femme qui donne le biberon, il suffit de prêter un peu l'oreille pour se rendre compte qu'en fait derrière on pourra tout à fait critiquer une femme qui donne le sein parce qu'elle ne fera pas bien non plus. Donc je crois qu'on a tout intérêt à se soutenir nous entre mères sur ce sujet du sein et du biberon. On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que t'es sortie indemne de l'écriture de ce livre, ou est-ce que ça a remué beaucoup de choses ? Ça a remué beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça va, parce que ça y est, le livre, j'ai fini de l'écrire il y a quelques petits mois maintenant, mais la période d'écriture a été quand même intense et bouleversante. Et en fait, c'était quelque chose d'un peu là aussi ambivalent, parce que ça m'a fait un bien fou d'échanger avec autant de femmes, vraiment d'être dans une dimension. Il y avait quelque chose de collectif en fait, de très fort et qui m'a fait beaucoup de bien. Et en même temps, toujours cette question de la colère. Moi-même, en fait, le fait de replonger un peu dans les aspects un peu plus sombre de ma maternité, le fait d'emmagasiner aussi tellement de témoignages, de chiffres. J'avoue qu'il y a des soirs où j'avais un peu envie de tout cramer, quoi. Mais alors, j'en suis sortie transformée, indemne, je sais pas, mais en tout cas, oui, à l'arrivée, ça va. Ça m'a fait quand même du bien, heureusement. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment choqué dans l'écriture de ce livre, je sais pas, que ce soit des chiffres ou des études ou des témoignages? Alors, à chaque étape, en fait, parce que j'ai avancé chronologiquement au fur et à mesure de mon livre, il y a des choses qui m'ont choquée. J'avoue que la condition des mères isolées m'a profondément révoltée. Je pense que j'avais pas autant conscience de ça, sur le fait que la moitié des enfants typiquement qui vivent seuls avec leur mère vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, c'est de ça dont on parle en fait en France. Ça m'a vraiment ça m'a révoltée en fait. C'est la chaîne d'injustice est tellement longue et implacable que ça donne envie de crier. Après, j'ai beaucoup de choses qui m'ont frappée ou choquée, mais je crois que ce qui m'a le plus frappée dans tout ça, c'est surtout le nombre de femmes qui disent les mêmes choses parfois avec les mêmes mots sans se connaître, notamment sur cette question, sur ces 2 points qui reviennent tout le temps, la solitude du postpartum et la charge domestique insupportable, et cette absence de reconnaissance. Et à la fois, ça m'a touchée de voir que les questions que je vivais, auxquelles j'avais affaire dans ma vie, on était
hyper nombreuses à se les poser, mais en même temps, j'avoue que j'ai ressenti parfois du désespoir un peu dans le fait de voir l'étendue en fait du problème et de voir qu'on n'était pas sur des problèmes vraiment individuels, mais on est face à une lame de fond. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, hein, tout à fait. Et il y avait une dernière question que j'ai pas abordée, c'est la fin de ton livre sur l'éducation positive et tout ce qui est autour de la parentalité. Je fais partie des gens qui défendent une certaine idée de la parentalité, donc je peux être concernée par ce que tu écris, mais que ça rajoute aussi une pression sur les mères. Et moi, je pense personnellement que c'est pas tant la question de quelle éducation on choisit, c'est plutôt qu'il y a que les mères qui s'emparent de ces questions-là et qui se retrouvent à vouloir faire des choses impossibles puisque la société ne le permet pas. Oui. Et donc, il y a beaucoup de culpabilité au final autour de ces questions, alors qu'on parle juste d'être humain et d'essayer d'être le plus respectueux possible. Est-ce que ça, c'est aussi un des aspects qui reste à régler, à aider les mères à sortir de ça ? Oui, je crois que cette question de la charge éducative, et j'entends par là, ça commence par le fait de s'informer en fait sur quelle éducation on veut donner à nos enfants, le fait que ça pèse essentiellement sur les mères. Alors, je veux pas dire par là qu'il faudrait ne plus s'intéresser à ces questions. Enfin, moi-même, je m'intéresse beaucoup à ces questions et on est dans le cliché chez moi aussi de moi qui lis les contenus et qui ensuite partage éventuellement. Mais oui, effectivement, je pense que pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait que, de toute manière, quel que soit le modèle éducatif que l'on vise ou que l'on choisisse aujourd'hui, ça repose dans sa mise en pratique avant tout sur les mères qui, rappelons-le, font les 2/3 du travail parental. Donc, c'est quand même nécessairement une charge pour elles. Et puis, n'est jamais très loin cette question de la culpabilité maternelle, enfin de la mauvaise mère. Disons que moi, je me méfie beaucoup de cette idée que nous serions néfastes pour nos enfants. Voilà, c'est vraiment les deux idées les deux points qui revenaient aussi un peu dans les témoignages, pas dans tous, mais dans une partie, où en tout cas on sent que ça peut générer de la souffrance. Donc l'idée n'est pas de dire tel modèle éducatif est bon ou n'est pas bon, puisqu'on a toute légitimité à choisir le modèle qui nous convient au regard de nos convictions, de notre histoire, de notre fonctionnement. Mais l'idée est plutôt de dire attention, ayons conscience qu'en fait, on ne peut pas tout, nous, mères, porter sur nos épaules, et que la bienveillance, ça commence aussi par soi-même. Et c'est valable d'ailleurs pour d'autres modes d'éducation. Mais je crois qu'on se place nous-mêmes la barre si haute, en fait, qu'on peut que se retrouver à un moment donné dans un sentiment d'échec qui peut être hyper délétère et nourrir un épuisement terrible, un sentiment de dévaluation assez terrible. Donc voilà, c'est juste ça sur cette idée de non, nous ne sommes pas néfastes, et non, en fait, l'avenir de nos enfants et du monde ne repose pas que sur nos épaules, et on fait déjà, je crois, énormément et du mieux qu'on peut pour nos enfants. Donc c'est bien des fois de se le rappeler, même si ça suffit pas à tout guérir, bien sûr. Et c'est aussi un peu paradoxal parce que je pense qu'en tant que mère féministe, on sait donc que l'éducation a un impact et on sait que la non-violence amènera une société non-violente. Donc je pense qu'on a une pression en plus aussi de se dire si j'éduque des enfants de manière non violente, ce qui est quasi impossible parce que on vit dans une société qui est violente et qu'on a des réflexes, on a une éducation. Et donc je pense qu'on est un petit peu enfermé dans ce truc-là. Absolument. Et moi, la première, et dans mon podcast, j'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est important de défendre les enfants parce qu'ils n'ont pas été assez défendus depuis l'histoire entière de l'humanité. Mais c'est vrai que on peut pas laisser cette charge aux femmes et dire après, ah bah oui, la société, elle est violente, c'est comme ça. Oui, mais c'est... Non, mais c'est sûr qu'on a une responsabilité en tant que parent, évidente, en tant que parent, en tant que mère. Mais enfin là aussi, je ferai un parallèle avec la question de l'éducation féministe en fait, parce que on peut faire du mieux qu'on peut pour éduquer nos enfants, voilà, de la manière la plus féministe qui soit. Mais pour autant, on vit dans une société qui reste profondément sexiste, donc
en fait, le jour où nos enfants rentrent de l'école en nous expliquant que les filles c'est nul, le rose c'est pour les filles et tutti quanti, là aussi je crois pas que ça signe en fait notre échec. Disons que c'est parfois dur à vivre en tant que parent parce qu'on a le sentiment que on a raté. Voilà, on a raté l'éducation, que sais-je, féministe ou autre de nos enfants. Mais en fait, on n'est pas seul à élever nos enfants. Et c'est ça qui est aussi très dur à accepter parce qu'on est à la fois très seul dans notre parentalité pour se taper tout ce qui est difficile. Et en même temps, l'influence de l'extérieur vient saper une partie du boulot, inévitablement. Du coup, des fois, moi, j'ai parfois le sentiment désagréable d'être seule dans des moments où j'aurais besoin de davantage de collectif et où, à l'inverse, la société est un petit peu trop présente dans des endroits où je l'aimerais un peu moins influente. C'est aussi voilà un des paradoxes, mais disons que le but qu'on vise, en tout cas, je crois qu'il faut veiller pour notre santé mentale et donc pour le bien-être de nos enfants à ne pas s'en faire une ou des injonctions supplémentaires et être dans quelque chose d'hyper dogmatique et que si on n'a pas bien fait ça ou ça, que ce soit sur la question de la non-violence ou sur la question de l'égalité par exemple, qu'on a l'impression qu'on aurait peut-être dû ou pu s'y prendre autrement, voilà, en avoir conscience en fait c'est déjà énorme et ne pas s'auto-flageller en permanence en se disant que vraiment on est trop nul parce qu'on n'arrive pas à élever des enfants parfaitement féministes, écolos, bienveillants et empathiques et tout ça. C'est clair, c'est le but, mais ça n'arrivera pas. Donc soyons tout à fait honnêtes avec nous-mêmes et lâchons-nous la pression. Je pense qu'ils seront de toute façon bien plus éclairés que nous sur ces questions, mais inévitablement, oui, il y aura des ratés. Voilà. Moi, ma fille a eu 5 ans, elle est venue dire « Maman, tu sais, les garçons, c'est les chefs, c'est eux les meilleurs. » Ah. Voilà, ça fait toujours mal. Alors là, j'ai bien raté quelque chose. Et les licornes et les princesses, c'est les meilleurs trucs de la Terre. Bon, d'accord. Bon. Alors, on est d'accord pour les licornes, mais bon, un peu pour les garçons qui sont les chefs. Les princesses, ouais, c'est ça. Donc on est d'accord, faut lâcher prise et dire bon elle a que 5 ans et elle aura le temps de réaliser que c'est faux. Non mais oui, c'est ça, voilà. c'est pas nous forcément l'origine du mal absolu systématiquement. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à toi. Aurélia, merci surtout d'avoir écrit ce livre. Je pense que vous pouvez l'offrir autour de vous, vous pouvez le passer un peu ne serait-ce qu'à vos compagnons, aux hommes dont on a besoin dans cette lutte. Et puis, je trouve que c'est le livre dont j'aurais eu besoin, tu vois, en 2017 quand j'ai eu ma première fille. Je pense que toi aussi, absolument. C'est pour ça que tu l'as merci beaucoup, Clémentine, pour ton retour. Effectivement, je l'ai écrit dans l'idée d'écrire le livre que j'aurais aimé avoir entre les mains il y a quelques années en arrière. Ça sera pour les nouvelles. Merci à toi. À très vite. Merci à toi. C'était Aurélia Blanc, journaliste pour le magazine Cosette et autrice du livre « Tu seras une mère féministe ». Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous cherchez un épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.lamatrescence.fr pour trouver votre bonheur. Cet épisode a été produit par Mini Minois. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.